16h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 24 mai 2023. Le feuilleton de l'organisation du Hajj 2023 défraie encore la chronique. Après la sortie médiatique de la Fédération nigérienne des agences et syndicats pour le Hajj et la Umrah, dénonçant une mauvaise préparation de cette édition le week-end dernier, des sources proches de ces sulfurants dossiers Hajj rassurent les uns et les autres quant à la réussite de l'édition 2023. Les détails dans ce reportage signé Adamou Soumana. Les préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam se déroulent normalement à printemps. Convoyeurs autorisés et autorités administratives sont sur la même longueur d'onde. Du moins, en ce qui concerne les agences et groupes d'agences qui se sont conformés aux dispositions légales, notamment le décret présidentiel de février 2023 et l'arrêté déterminant les sanctions applicables aux agences de pèlerinage de la même date. En effet, après l'organisation chaotique du pèlerinage de l'année dernière, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes en cherchant les causes des difficultés récurrentes dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. Parmi les raisons se trouve le nombre effarant d'agences de pèlerinage qui est d'environ 400, dont certaines sont dans la poche ou le sac à main de leurs promoteurs ou promotrices. Conséquence, certaines agences n'ont aucune capacité de convoyer convenablement, encore moins de faire face aux éventuels problèmes qui peuvent se poser aux pèlerins en Arabie Saoudite. Pour mémoire, il est même arrivé que des prétendus chefs d'agence disparaissent dans la nature, abandonnant purement et simplement leurs pèlerins en Terre Sainte. Pour donc mettre fin à ce genre de situation, le gouvernement a décidé qu'une caution de 200 millions soit versée par chaque groupe d'agences qui souhaite convoyer des pèlerins. Cette décision permet de mutualiser les efforts des convoyeurs et offrir des prestations de qualité. Mais elle permet surtout d'écarter les brebis galeuses qui n'ont pas réellement ni les compétences ni les moyens d'exercer le métier de convoyage. D'ailleurs, le résultat a été immédiat car sur les 400 agences, seuls 9 groupes ont pu mobiliser la caution et naturellement ce sont les grands du domaine et donc les plus expérimentés. D'autre part, le commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah s'est très tôt impliqué dans les préparatifs en donnant la possibilité d'inscrire les pèlerins dans le système GAO il y a plus de 2 mois déjà. Cela a permis d'entamer les procédures d'obtention de visa à temps et déjà des milliers de pèlerins sont en possession de leur visa. La question du transport aérien a été aussi prise en charge assez tôt et les plans de vol déjà disponibles prévoient le départ des premiers pèlerins dans quelques jours, le 5 juin précisément. Et selon nos sources, du fait de la rigueur imposée par le COHO, les hôtels retenus cette année sont parmi les meilleurs de l'Arabie Saoudite. C'est dire que grâce aux mesures prises par le gouvernement et le COHO, l'organisation du pèlerinage 2023, sauf situation imprévue, promet d'être satisfaisante, contrairement aux années antérieures. Espérons seulement que la dynamique actuelle se poursuivra jusqu'à la fin des rites et au retour de nos pèlerins. Sur cet après-midi, les travaux de la conférence régionale sur les mécanismes de promotion de la protection des droits humains au Sahel dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Cette conférence est organisée par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève en collaboration avec la Commission nationale des droits humains CNDH. Nafissatou Yahya Chebougiso. C'est sur une note de satisfaction générale et par ces recommandations qu'ont pris fin les travaux de cette conférence régionale sur les mécanismes de protection des droits humains au Sahel dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La deuxième grande recommandation, c'est de renforcer les capacités financières et opérationnelles des commissions nationales et des médiateurs des républiques dans le cadre de la promotion des droits humains. Donc à cet effet, il faut faire un plaidoyer pour qu'il y ait plus de moyens conséquents aux institutions en charge de protection des droits humains et d'assurer l'autonomie financière des CNDH. Voilà. En termes de recommandations également, la grosse recommandation, c'est de renforcer le monitoring sur les violations, sur les cas de violation basés sur le genre. Et à cet effet, c'est d'intégrer des modules de formation sur le genre dans les écoles de formation des forces de défense et de sécurité, c'est de développer des mécanismes pour réduire les problèmes de stigmatisation au niveau du traitement juridique des VBG.
Voilà. Comme grande recommandation, la quatrième, c'est de mettre en place et de renforcer la collaboration entre les CNDH et les médiateurs des républiques et assurer surtout leur visibilité, leur accessibilité. La conférence de Niamey a atteint ses objectifs, dira le président de la CNDH, en prenant la parole à la fin de ses travaux, avant de rassurer les participants que les recommandations issues de ces assises seront transmises à qui de droit. Nous avons assisté à des conférences et des panels animés par des grands spécialistes et personnalités desquels nous avons beaucoup appris sur les influences et l'interdépendance entre les droits humains, la sécurité et le terrorisme, sur les leçons apprises par nos institutions nationales des droits humains en matière de promotion et de protection des droits humains, sur le rôle et l'importance de la plateforme Police Droits Humains, POLIDH, sur le modèle de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations, vues dans les perspectives des droits humains, sur les entreprises de sécurité et droits humains, sur les expériences des médiateurs dans la gestion des conflits locaux et enfin sur la manière dont la société civile et les médias contribuent à la promotion et à la protection des droits humains dans notre espace. L'intérêt que vous portez aux droits humains en général et aux thèmes exposés en particulier, ainsi que la qualité et l'expertise des participants et participantes que vous êtes, ont permis des débats, des échanges et des contributions pertinentes après chaque exposé et chaque panel, ce qui a permis de les enrichir davantage pour une meilleure compréhension mutuelle. Nous sommes désormais édifiés que le respect des droits humains, la dotation des institutions nationales des droits humains et des médiateurs en moyens juridiques, financiers et matériels adéquats et une meilleure collaboration des forces de défense et de sécurité avec les populations civiles constituent entre autres un moyen efficace de lutte contre le terrorisme au Sahel. Organisé par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève-DECAF, en collaboration avec la Commission nationale des droits humains, CNDH, les travaux de cette conférence ont été financés par le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas. La caravane de bienfaisance des honorables députés PNDS au titre du département de Kolo a repris ses services pour le bien-être des populations après une courte pause pour certainement cause des travaux à l'hémicycle. Ainsi, la journée du 23 mai 2023, les honorables Bibata Seni Jibo et Zenabou Adam Meiga l'ont consacré à Karma, une commune rurale de Kolo dans la région de Tillabéri, pour une donation de 4 machines à coudre au profit d'un centre de jeunes. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Contribuer à l'épanouissement des jeunes filles de leur terroir et ce, conformément à l'esprit du 6e congrès de l'organisation des femmes Tareya, tel est le souci qui a guidé les honorables Bibata Seni Jibo et Zenabou Adama Meiga à voler au secours d'un centre pour jeunes filles déscolarisées de la commune rurale de Karma. Ainsi, la présente cérémonie marque la remise d'un don de 4 machines à coudre à cette structure de jeunes filles à la satisfaction de la municipalité de Karma. C'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons eu à le dire avant ce geste-là, ces enfants-là qui sont organisés, qui sont bien encadrés par une brave femme que j'ai rencontrée à maintes reprises avec ces enfants-là. Nous avons fait la promesse de les aider en fonction de nos moyens. Effectivement, nous avons eu à faire des gestes, mais les gestes des députés bien confirmer ce que j'avais dit. Et vraiment, c'est un sentiment de grande satisfaction. Je lance aussi un sentiment de gratitude à l'endroit de nos députés qui ont eu à penser à ces jeunes filles-là.
présent pour la circonstance, le président de la section PNDS Tareya de Kolo a, au nom du Parti Rose, vivement remercié les généreuses donatrices tout en invitant l'ensemble des filles et fils de Karma, voire de Kolo, à apporter leur contribution pour une autonomisation de ces braves filles qui se battent pour leur avenir. Nos honorables députés ont pensé que le meilleur cadeau qu'elles peuvent donner à ses enfants, à leur famille et à la communauté, toute la communauté de Karma, et dit toute la communauté de Kolo, c'est d'acheter ces machines-là et de remettre à ses enfants pour qu'elles apprennent la couture. En même temps, c'est une façon de les construire. C'est comme on dit en enseignement, les enseignants construisent l'homme et la femme. Ça veut dire qu'on est en train de les aider à devenir des femmes de demain. Nous sommes dans la période de la journée de la femme le 13 mai, on est dans le mois, et à les rendre autonomes financièrement, parce que, et nous le savons aussi, hein, en tout cas moi je le dis, la réussite d'une femme dans un foyer est la meilleure réussite. Je suis très ému de constater que ces jeunes filles autour de l'âge de 10, 11, 12 ans sont déscolarisées et c'est des filles qui sont laissées pour compte. Dieu merci, elles ont pensé les récupérer et j'ai dit les construire pour devenir des femmes de demain. Ce que nous venons de voir ici, que ce soit un modèle de ceux qui ont les moyens dans les autres villages aussi, dans les autres communes. Et nous souhaitons également que ce geste-là qu'elles viennent de faire soit accompagné par de bonnes volontés, parce que c'est 4 machines, alors que nous avons environ 150 apprenantes. Moi je pense qu'elles méritent d'être accompagnées. Une noble initiative de ces magnanimes élus nationaux au titre du Parti Rose dans le département de Kolo, la énième du genre visant à améliorer les conditions de vie des vaillantes populations de cette partie du pays qui mérite de faire école chez d'autres bonnes volontés. Notons enfin que la mairie de Karma a pour sa part promis de renforcer cet appui en fonction de ses moyens. Du 19 au 20 mai 2023, le syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau au Niger, Sinizen, a tenu son 4e congrès ordinaire à Zender. Le secrétaire général sortant a été reconduit pour un nouveau mandat. Les travaux de ce congrès se sont déroulés en présence du secrétaire général de la CNT, centrale d'affiliation du Sinizen. Le résumé de la clôture avec Hassan Saleh Mustafa. Rôle et responsabilité du Sinizen à la culture d'entreprise au sein de la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN. C'est sous ce thème que le syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau au Niger, Sinizen, a tenu son 4e congrès ordinaire à Zender le week-end dernier. À la fin des travaux, les participants ont formulé des recommandations et des motions. Le 4e congrès ordinaire du syndicat national des agents de l'industrie et des secteurs du eau, tenu à Zender le samedi 20 mai 2023, exige la participation des actionnaires salariés de la SEN au capital social de la Nigérienne des eaux, NDE, à hauteur de 15%. Résolution numéro 2. Le 4e congrès du Sinizen, tenu le 20 mai à Zender, exige l'implication du personnel à travers leurs représentants dans le processus du transfert de la SEN à la Nigérienne des eaux, NDE. Résolution numéro 3. Demande à la direction générale de la SEN de se départir de la compétition syndicale à la SEN. Résolution numéro 4. Le congrès ordinaire du syndicat national des agents de l'industrie et des acteurs des eaux du Niger, Sinizen, tenu à Zender le samedi 20 mai 2023, décide à l'unanimité des délégués au congrès et c'est conformément à l'article 26 de son règlement intérieur, la radiation du cieux à l'Assam Moussalé de toutes les instances du Sinizen et se réserve le droit de sa poursuite avec ses complices devant les juridictions compétentes. Le 4e congrès ordinaire du Sinizen, tenu le 20 mai 2023 à Zender, adresse ses vifs remerciements à la Confédération nigérienne du travail CNT
pour son appui multiforme ayant permis la tenue des présentes assises. Ce congrès a été d'un succès éclatant au vu des échanges très riches et de haute qualité, mais aussi la qualité des invités, notamment les autorités administratives et coutumières de la région des Zender qui ont fait le déplacement pour soutenir les travailleurs de l'industrie et du secteur de l'eau. Occasion pour le sultan de Damagaram, Aboubakar Sanda, d'exprimer son encouragement et son soutien aux militants du Sinizen. Quant au secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT, centrale d'affiliation du Sinizen, il a tenu à saluer le dynamisme et la cohésion des militants. Khalid Moukela a réaffirmé la détermination de sa centrale syndicale de continuer à défendre les intérêts de tous les travailleurs nigériens et ceux des militants du Sinizen particulièrement. Je vous présente les encouragements et félicitations de la Confédération nigérienne du travail CNT et souhaite plein succès aux nouveaux délégués dans leur rôle. J'en suis convaincu que le Sinizen regorge à son sein des hommes et femmes qui répondent aux typiques syndicales, disponibilité, compétences, engagement. Pour notre part, soyez-en rassurés que la Confédération nigérienne du travail CNT ne ménagera aucun effort à vous accompagner. Au terme des assises du 4e congrès ordinaire du syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau au Niger, Sinizen, le secrétaire général sortant Amani Sami Amadou a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique, traite cette semaine du thème complicité en droit pénal, un thème développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a 3 éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le Code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre
par aide ou assistance. Par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que cet outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivi pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité. La complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice, et on s'était posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction, en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission
s'agissant d'une complicité, c'est une infraction active et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, de manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.